Le chaud, une fois que t'as trop chaud, c'est finito. On sous-estime très souvent que la thermorégulation est en fait un facteur limitant de la performance. 15 minutes de différence, c'est monstrueux. Et donc, les gens qui disent oui, je me suis trouvé une excuse avec la température. Non, 15 minutes, c'est pas une excuse. Si tu veux des adaptations, faut aller dans la zone où c'est pas confortable. Et j'étais tellement dans le mal que je m'étais évanoui parce que mon corps avait vraiment shutdown, tu vois. Joseph, c'est quoi les pires conditions météo ou parmi les pires auxquelles ont été confrontés les athlètes que tu as pu encadrer? J'en ai une en tête, je pense Rosecroft sur la Transvulcania l'année dernière, où elle part vraiment léger. Elle a pas l'habitude justement des conditions météo. Ça fait 15 ans qu'elle vit en été parce qu'elle s'entraîne en Nouvelle-Zélande en été et elle revient en France pour l'été. Donc ouais, elle a vraiment beaucoup souffert. Elle a été prise justement de vertige, elle est tombée plusieurs fois. Je pense que si elle avait pas vécu cette expérience, elle aurait pas gagné l'UTMB parce que ça l'a vraiment mis un coup, une grosse claque. Donc ça a été vraiment formateur pour elle. Okay, donc trop froid. Beaucoup trop froid, oui, exactement. Okay, et mal vêtue parce qu'elle avait une toute petite veste, elle a pas pris le temps de mieux se mettre. Ok, intéressant. Et toi justement, Nico, c'est quoi entre une course où il fait très chaud et une course où il fait très froid, c'est quoi ton préféré? Moi, c'est clairement la course où il fait très froid, parce que le froid, tu te couvres, tu t'équipes. Je dis pas que ça va être agréable sur le moment, mais en fait, tu peux t'y adapter. Le chaud, une fois que t'as trop chaud, c'est finito, quoi. Ok, donc un peu l'expérience inverse. Dès qu'il fait chaud. Après, je suis normand, hein, donc peut-être que ça aide pas aussi et qu'on préfère le frais au chaud. Normand, une grosse décennie au Canada, c'est vrai que tu es le pendant opposé de l'anecdote que tu viens de raconter. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler température extrême, météo catastrophique et impact sur la performance. D'un côté, on a notre fidèle Nico. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur un campus talk. Destrier. Ouais, fidèle, un peu moins fidèle en ce moment. On te remplace par beaucoup d'autres intervenants. Mais voilà, athlète qui connaît bien le sujet car tu t'es frotté à pas mal d'extrêmes, on va dire, d'un point de vue météorologique, entre les prépas hivernales au Canada par -30 et les courses estivales en France par +30 très régulièrement. Donc tu vas pouvoir nous donner un petit peu tes avis là-dessus. Et on est accompagné par Joseph Mestrallet, data scientist, fondateur de la structure Enduro et expert, entre autres, dans l'adaptation de la performance aux conditions météo. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ça. Ouais, merci. Un sujet qui te parle, ça va, là tu vas être comme un petit poisson dans l'eau. Honnêtement, ça me plaît pas mal. Je pense qu'on est vraiment bon dans comment est-ce qu'on s'adapte aux conditions extérieures, donc ça en fait 100% partie, ouais. Ok, est-ce qu'il n'y a pas que ça, mais en tout cas, l'aspect météo et conditions extrêmes en fait partie. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme variable dont on va pas parler aujourd'hui, mais juste pour la culture des gens? Ouais, il y a pas mal de choses, notamment quand on fait de l'ultra, on en parlait hier, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc la température, comme on l'a dit, mais il y a aussi la météo, la pluie. On a aussi le vent, très très important et qui vient justement bloquer beaucoup plus sur le marathon, mais ça a un vrai impact. On pourra y revenir dans un autre épisode si vous voulez. Et il y a un truc aussi, on pense pas forcément, la luminosité. On s'est rendu compte que justement certains athlètes étaient beaucoup plus sensibles au manque de lumière. Justement en termes de lucidité, en termes de fréquence cardiaque aussi. Donc ouais, c'est des choses qu'on prend pas mal en compte. Ok, et donc ils peuvent se matérialiser après dans de la data. Exactement. Nickel. Et écoutez, avant de commencer, l'idée, on va faire un tu préfères ou un c'est quoi le pire. L'idée, c'est que je vais vous poser les questions les unes après les autres et puis vous allez répondre. On va d'abord prendre la réponse, on va dire le retour empirique du terrain par Nico, tu réponds en premier et ensuite on va voir le retour de la data un petit peu. Peut-être que toutes les questions ne s'y prêtent pas, mais on verra où c'est que ça nous mène. Ça vous va? Ça marche. Allez, première question. Courir un marathon à 30 degrés ou un 10 km à -10 degrés? 10 km à -10 degrés. Je l'ai déjà fait. Même si ça commence à être un peu dur au niveau respiration, ça passe encore. La même chose aussi. En fait, on peut se couvrir, donc c'est plus facile. Chaleur humide, 25 degrés, 90% ou chaleur sèche, 35 degrés et 20% d'humidité? Chaleur sèche à 10 000%. 100% aussi. T'as changé un peu le script, c'était 30 degrés, 30%. C'est parce qu'il faut pas que tu lises. J'adapte en direct, mon petit Joseph. Non, honnêtement, en fait, c'est l'humidité qui est quand même beaucoup plus problématique. On en reparlera ensuite là-dessus. Oui, évidemment, je l'ai pas dit, mais évidemment, toutes les questions nous amèneront ensuite à un peu plus de détails dans l'épisode. Vent constant de face ou vent en rafale imprévisible? Vent constant de face. Parce qu'on peut s'y adapter alors que les rafales, ça dépend de quoi tu parles, mais pour le coup, le vent, moi aussi, je peux en parler pas mal. Au Havre, je connais ça. Et moi, mathématiquement, je dirais, il faut juste faire le calcul de. Ça dépend de l'intensité. Donne-moi la force du vent et je te ferai un calcul et je te dirai. Ouais, langue, etc. Non, mais honnêtement, c'est vraiment. Je pense que moi, je dirais plus rafale parce qu'il y en a peut-être un peu moins comparé au total.
Vent de face sur les 10 premiers kilomètres ou sur les 10 derniers kilomètres sur ton semi? Oh, c'est dur. Bah, je vais quand même dire sur les 10 premiers kilomètres parce que t'es frais, un peu plus lucide et tu vas réussir à le gérer. Mais 10 kilomètres de vent de face, dans tous les cas, c'est dur. Hein. Compliqué. Pour la lucidité, le fait de bien baisser la tête, fermer la bouche, je dirais aussi sur les 10 premiers kilomètres. Trail dans la boue ou trail sous la neige? Oh, ça peut être. Les conditions de neige peuvent être assez similaires à de la boue en plus. Mais je vais quand même dire la neige parce que on a une chance que la neige soit courable alors que la boue, c'est souvent un enfer. Moi, je dirais le contraire. En fait, ça dépend où est-ce que tu te places dans le peloton. Si t'es en tête et que tu fais la trace, on l'avait vu sur une des manches, quoi. C'est plus sur une manche UTMB où en fait les premiers faisaient la trace et pour le coup c'était vraiment en galère. Quand tu passes 10e, 50e, 100e, y a pas de souci. Mais je dirais quand même la boue, au moins t'es sûr que t'as tous les mêmes conditions. Monter raide en plein soleil ou descente technique sous la pluie? Alors, ça c'est très lié à mon profil. Je vais quand même prendre la montée raide en plein soleil parce que la descente, je vois déjà la chute, donc. Mais c'est parce que je suis un piètre trail. Vaut mieux avoir une insolation que mourir. Oui, c'est ça. Okay. Je pense effectivement que tu peux te protéger du soleil, tu peux boire, etc. Alors que quand t'es en conditions humides et techniques, c'est difficile de faire autre chose que de décélérer. Orage en montagne ou canicule en ville? Alors, pas un grand spécialiste de la montagne, je vais quand même prendre la canicule en ville parce que l'orage en montagne, j'ai l'impression que t'as pas envie d'y être. Ouais, j'habite à Chamonix, je pense que je m'arrête juste à montagne ou ville et je vais choisir montagne. Qu'importe les conditions. Météo compliquée mais ambiance de fou ou conditions parfaites mais course sans public? Oh, dur. Ça dépend, mais si tu t'es là pour viser ta performance ultime, au bout d'un moment, je prends les conditions parfaites qui vont te permettre d'être performant. Il y aura toujours les gens qui courent autour de toi qui feront l'ambiance. Même si bon, une course sans public, ça perd un peu de son âme quand même. Au niveau de la performance, je suis d'accord. Après, moi, si on me pose la question, la ferveur à tous les coups, parce que c'est ça qui nous fait vibrer. Okay. Ça se modélise, ça, l'impact du public ou de l'ambiance? Ouais, assez. Et ça dépend beaucoup des personnes. Et en fait, il y a des personnes qui vont même préférer justement avoir une ambiance où il y a moins de monde parce qu'ils peuvent plus se concentrer dans leur effort. Ça, je donne un mini exemple, mais par exemple, Notre-Dame de la Gorge sur l'UTMB, c'est assez discuté justement parmi les élites. Il y en a qui adorent parce que ça leur donne de l'énergie. D'autres, au contraire, justement, qui sont vraiment dérangés dans leur processus. Donc, au contraire, c'est pas si facile de répondre à cette question. Savoir que la météo va être horrible une semaine avant ou le découvrir au départ? Ah non, une semaine avant, au moins, t'as le temps mentalement de t'y préparer. Quand tu découvres un truc qui est pas prévu la veille de la course, c'est la merde pour tout le monde. Ouais, 100%. Honnêtement, mentalement, faut vraiment se mettre dedans. Je pense que même physiologiquement, tu t'habitues justement, tu te prépares aussi au froid, par exemple. Donc, honnêtement, faut vraiment le savoir à l'avance. Faire ta sortie sur tapis et respecter l'allure ou la faire dehors avec vent et adapté au cardio? Je déteste le tapis, donc je vais dehors. Faut vraiment que ça soit pas praticable dehors pour que j'aille dedans. Ouais, amateur, je dirais aller dehors, c'est quand même beaucoup plus cool. Après, en vrai, quand tu veux vraiment être bon avec les élites, pour le coup, il faut être réplicable et il faut le faire sur tapis. T'entraîner tout l'hiver au froid ou tout l'été à la chaleur? Tout l'hiver au froid. Ouais, moi, je viens d'un pays où il fait froid, donc je dirais tous les jours au froid. Ok. Et dernière question, courir sous l'orage en crocs ou en bottes de pluie? Courir sous l'orage en crocs ou en bottes de pluie? Joker, je sais pas. Alors, la science raconte sur les crocs que... J'ai modélisé la crocs en 3D pour réussir à savoir la consommation d'oxygène. C'est compliqué. J'essaie de réfléchir en termes d'adhérence un peu comment est-ce que tu ferais. Est-ce que t'as pas de l'eau qui va se foutre dans tes bottes? J'en sais rien. Ça finit en Joker aussi. C'est une dernière petite question à la con. Allez, on va passer sur des sujets un peu plus sérieux et puis on va essayer de rebalayer un peu tout ce qu'on a vu au cours de ces questions-là parce qu'il y avait des choses très intéressantes. La première, ça va être déjà, Joseph, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu en fonction des différentes conditions, l'impact qu'il pourrait y avoir entre un impact en fait, c'est quoi la différence entre l'impact qu'il y a in fine sur la vitesse, sur la output en fait que la personne va pouvoir produire et l'impact qu'il peut y avoir sur un input, on va dire, donc sur l'énergie interne, tu vois, un petit peu entre ce qui se passe dedans et ce qui se passe dehors. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Comment est-ce que ça tu le conçois toi? Sur des conditions extrêmes, donc par exemple, je te dis pas la chaleur. Ouais. C'est quoi les différences entre un impact sur l'intérieur et sur l'extérieur? J'ai pris la chaleur, mais c'est différent. Est-ce que l'un entraîne l'autre? Est-ce que c'est tout le temps lié? Ou est-ce qu'il peut y avoir un impact interne qui a aucun résultat sur l'externe? Déjà, ce qu'on peut faire là sur la chaleur, c'est vraiment repréciser ce que c'est exactement. Est-ce que c'est une température? En fait, c'est beaucoup plus large que ça et il y a une définition qui existe, le WBGT.
C'est quelque chose qui a été créé, je crois, par les Marine Corps, donc par l'armée à la base. Et en fait, c'était une définition de la chaleur, mais aussi avec l'humidité et le rayonnement solaire. Donc, c'est pas justement que ça, mais c'est vraiment une ambiance, une température ressentie. Et la température, ce qu'on sait, c'est que on la calcule toujours à l'ombre. Donc, une température, on va voir, on est à Paris aujourd'hui, il fait 18 degrés, c'est la température à l'ombre, c'est la température de l'air. Et en fait, il faut aller beaucoup plus loin que ça, notamment pour avoir une température sèche, une température humide, justement, prendre en compte le vent, parce que c'est aussi hyper important, justement, dans le ressenti de la chaleur, et prendre en compte aussi le rayonnement. Donc, par exemple, quand on va avoir un ciel nuageux, bah, le WBGT va justement être impacté par ça, parce que on va pas du tout ressentir la même chaleur. Et ça, c'est un bon indicateur qui est utilisé maintenant par World Athletics, par toutes les fédérations, justement, pour donner un indicateur. Et dans le monde de la performance, on utilise plutôt ça que la température pure, qui est pas finalement représentative. Parce que j'imagine, parce que là, du coup, prenons l'exemple de la chaleur, rentrant directement dans cet exemple concret. En fonction des différentes variables de la chaleur, on a parlé de l'humidité, de la radiation, etc. J'imagine qu'en fonction du type de chaleur, les choses qu'on met en place pour lutter contre diffèrent aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. On va pas faire la même chose quand on a une chaleur humide quand on a une chaleur sèche. Ouais, mais c'est vrai que la chaleur humide, elle est beaucoup plus vicieuse entre guillemets parce qu'elle t'empêche de transpirer. En fait, c'est pas qu'elle t'empêche de transpirer, mais la transpiration. Je pense que c'est vraiment un des sujets super intéressants dans cet épisode. C'est ça qui va nous permettre en fait de perdre de la température. Comment? Grâce à l'évaporation, parce qu'en fait, l'eau que tu perds, elle est vraiment intéressante dans la mesure où elle vient s'évaporer et du coup, elle vient chercher justement de la chaleur dans ton corps. En fait, quand tu es dans un environnement humide à 80%, et bah, ton eau qui est posée sur le corps, elle va pas pouvoir s'évaporer et du coup, bah, en fait, il y a peu d'énergie qui est extraite de ton corps. Donc, c'est pour ça que c'est super important de se fixer là-dessus. Et le vent aussi aide pas mal parce que c'est lui qui va permettre en fait de chasser au moins en surface l'air. Par exemple, on sèche beaucoup plus vite du linge à 15 degrés avec beaucoup de vent qu'à 28 degrés avec moins de vent. Donc c'est ça aussi justement, et c'est exactement la même chose pour votre corps. C'est vrai que c'est souvent mal compris, mais les gens pensent que c'est le fait même de transpirer qui nous fait perdre de l'énergie, alors que c'est le transfert d'énergie de notre corps vers la goutte de sueur qui s'évapore grâce à ce transfert d'énergie qui nous fait refroidir. C'est pour ça que typiquement sur le terrain, t'as beaucoup de gens qui ont tendance à s'essuyer. Alors qu'en fait, ce que ça va faire, c'est juste vous déshydrater parce qu'il va falloir retranspirer pour que ça puisse se refaire. D'ailleurs, sur le terrain, ça se sent que à l'entraînement, toi, je sais que puisque tu l'as dit en introduction, tu es pas fan de la chaleur, tu inclus l'entraînement à la chaleur dans ton entraînement et tu vois qu'il y a une modification de la façon aussi dont tu transpires au fur et à mesure de ton plan entre le tout début et la toute fin. Concrètement, là, on va sortir de l'hiver. On se met à aller courir à une chaleur qui arriverait d'un coup, ou je sais pas si on va courir dans un endroit où il fait chaud, on va très peu transpirer parce qu'au final notre corps est pas encore adapté à ça. Enfin, on s'adapte, on se désadapte en fonction des saisons. Et là, c'est sûr que je vais crever si je fais courir à la chaleur demain. Alors que si on met la même chaleur au mois d'août après plusieurs mois à s'être entraîné dans des conditions un peu plus chaudes, là, le mécanisme de transpiration se sera bien activé. Je vais transpirer plus et je vais mieux gérer cette chaleur. Maintenant, mieux veut pas dire que tu deviens bon à la chaleur si c'est pas ta force. Il y a des gens qui sont... Alors, je pense qu'on est tous différents et pour certains, naturellement, ça marche mieux. Pour d'autres, moins. Peut-être que l'environnement dans lequel on a grandi aussi joue là-dessus, je ne sais pas. T'as l'entraînement, on va dire, un peu naturel, c'est-à-dire je fais une course en été et le fait est que je vais m'entraîner en été et donc mon corps va s'habituer parce que je soumets mon corps aux conditions météo externes. Mais il me semble que t'as aussi mis en place des choses en plus. Ouais. Pour booster un petit peu le fonctionnement. Il y a deux choses. Typiquement, quand j'étais au Québec, j'avais pas besoin de faire ça parce que l'été est chaud et humide, justement. C'est un truc qui était mal compris d'ailleurs, parce que je faisais mes entraînements tôt le matin à 6h30. Je finissais torse nu et trempé rouge alors qu'il faisait 22, 23. Et les gens me disaient, putain, t'es vraiment mauvais à la chaleur. Mais là, c'était un 85, 90, 95% d'humidité. Et du coup, même à 22, en fait, tu peux vite surchauffer sur des séances. Et en France, en étant au Havre, là pour le coup, on est beaucoup moins confronté à des chaleurs. Alors il y a de l'humidité, mais ça monte pas tant. Du coup, ce que je fais quand je sais que je vais être dans une course où il fait chaud, c'est essayer de faire des trucs comme du bain chaud après avoir couru pour justement stresser mon corps à l'entraînement, pour lui dire vas-y, là tu vas surchauffer. Oui, après, le 10, 20, 30 minutes après, t'es un légume. Mais c'est le moment où ton corps va se dire, il faut que je m'adapte à ça parce que j'ai pas envie d'être comme ça. Et plus on va le faire quelques semaines avant la course, plus ça va permettre que le jour J,
on soit un peu meilleur à gérer les chaleurs. Ça fait pas de la magie, mais ça donne quand même des effets qui, je sais pas ce que ça donne dans les datas, mais moi je trouve que l'effet il est assez fort. Ouais, c'est super important. Pour moi, il y a 2 effets qui sortent de ces bains chauds ou acclimatation à la chaleur. Donc, on voit les gars courir avec des vestes, etc. La première, c'est vraiment au niveau physiologique. Il y a justement de la création un peu comme avec l'altitude où ça permet justement d'avoir beaucoup plus d'habilité là-dessus. Et il y a aussi au point de vue mental, je sais pas si vous connaissez la théorie du gouverneur central. Donc c'est vraiment le cerveau qui décide. Et donc en fait, quand tu es en bonne condition, tu lui dis contracte ton bras ou contracte ta jambe, il va le faire à 100% parce qu'il transmet l'information de ton cerveau. Et en fait, quand il se sent en situation de danger, il va dire non, ça, je sais que ça m'apporte en fait de la chaleur. Et du coup, j'ai une anecdote là-dessus, enfin un chiffre, et ça va m'apporter de la chaleur et du coup ça va être mauvais pour moi parce que j'ai un risque de monter trop en chaleur et donc d'arriver jusqu'à la mort si je me contrains pas. Et du coup tu vas dire contracte ta jambe et en fait il va le faire mais que à 95% ou 80% ou 90%. Donc justement en fait on vient lui apprendre, on vient lui dire attention, je te mets en situation de chaleur mais il y a pas de risque, on est toujours en vie, il y a pas de souci. Du coup ça permet aussi au cerveau d'apprendre ça et de édulcorer un petit peu sa réaction par rapport à ça. Ça, c'est l'aspect entraînement, c'est intéressant par rapport à la chaleur. Typiquement, moi, j'ai déjà fait une première insolation en course. Et en fait, ce qu'on se rend compte, et la notion de gouvernance centrale est principale là-dedans, c'est qu'après, tu peux faire des insolations beaucoup, beaucoup plus facilement et à des températures qui sont pas si impressionnantes que ça, parce que ton corps va sentir l'info de « Ah, il commence à faire chaud ». La dernière fois, je me suis vraiment pris un coup de bâton. Donc très tôt, je vais mettre en place les choses qui vont me brider. Alors ce qui se dit, et tu peux pouvoir me confirmer ou pas, mais justement, il faut vraiment refaire un processus où il faut réentraîner ton gouverneur à dire non, regarde, tu vois, là je suis dans mon petit bain, il fait 42 degrés, on meurt pas, ça va aller. Je suis dans mon sauna et réentraîner à partir de beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'il y avait à la base. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Et l'insolation, je pense, c'est une dérive aussi du sport de haut niveau où quand tu t'entraînes beaucoup, c'est là pour le coup, ton corps se met en veille, mais là c'est vraiment forcé et c'est pas bon du tout parce que justement il arrive plus à fonctionner. Donc honnêtement c'est bien pour progresser, mais il faut pas non plus trop le faire parce que sinon t'arrives à ces quelques pourcents qui sont trop peu. Mais c'est pour ça qu'à l'entraînement typiquement il est jamais conseillé de dépasser. Alors personnellement je monitore pas aussi précisément, mais typiquement il me semble que il faut pas trop dépasser les 39 degrés 5, 40 degrés en température interne. Parce que justement, en fait, sinon, on bascule de l'autre côté où là, ça commence à devenir un peu dangereux pour le corps et au lieu de l'entraîner à s'améliorer, en fait, on va le contraindre et le stresser plus que nécessaire. Oui, après, je t'assure que quand t'es sportif pro, tu vas pousser quand même un peu plus loin que ça parce que. Ouais, mais sur les jours de course, mais à l'entraînement même, tu pousses à 42. Ouais, parce que justement, il faut vraiment aller pousser fort là-dessus et on le remarque. Je sais que c'est un poil dangereux, mais après, il faut aller chercher un peu les pourcentages de performance. Après, tu vois, une insolation, je pense que tu peux en faire très très vite à même comme 22, 23, enfin des températures qui sont assez faibles, mais juste parce que si ton cerveau a déconnecté, en fait, tu produis beaucoup d'énergie avec ton corps. Et en fait, on le sait, quand tu vas cramer par exemple 1 gramme d'énergie, il y a quasiment 80% ou un peu moins 75% pour les athlètes élites qui est directement transformé en chaleur, donc c'est vraiment perdu. Donc c'est-à-dire que l'être humain a seulement 20% ou 25% d'efficacité, mais en termes de rendement thermique par exemple d'un moteur, c'est très 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 faible. Ça veut dire qu'il y a, c'est ça, 4 sur 5 de ton énergie qui est transformée en chaleur, donc qui est totalement perdue par le corps et que tu dois évacuer. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on a très très froid, l'activité physique est un bon moyen de réussir à lutter. Tout à l'heure, on a parlé d'adaptation à l'entraînement avec Nico, donc on transpire plus, on perd moins de minéraux aussi. Est-ce que toi tu t'intéresses par curiosité aux aspects physiologiques ou est-ce que juste tu monitores des datas sur la chaleur qui vont te permettre de savoir s'il est adapté ou non, quelle que soit en fait la manière dont ça s'adapte, augmentation du volume plasmatique, etc. On s'en fout. Juste il est adapté, il est pas adapté. Comment est-ce que toi tu gères ça? Non, c'est vrai qu'on va plus en détail dans les données, donc il y a plusieurs choses. Tu parlais du volume plasmatique qui est intéressant, et d'ailleurs c'est une des choses qui permet de dire que tu peux faire de l'entraînement à la chaleur quand tu vas faire une course fraîche. On l'a vu, en fait, c'est un peu quand l'altitude, c'est la même chose. Au début, on se dit, je dois faire une course en altitude, donc je vais m'acclimater à l'altitude. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était aussi fort au niveau de la mer. Donc, en fait, les gens ont commencé à faire des stages pour redescendre ensuite. Là, c'est la même chose avec la chaleur. Les gens se sont dit, OK, je vais faire une course à Kona ou quoi. Je vais m'acclimater à la chaleur. Ah, je suis quand même carrément fort quand j'entre en France. Et du coup, honnêtement, même pour des courses tempérées, en fait, ça devient super intéressant. Et il y a d'autres aussi paramètres. Donc, quand on parle de chaleur, on parle aussi beaucoup de transpiration. Et par exemple de savoir justement le volume transpiré parce que tu vas en avoir besoin pour éviter la déshydratation. Tu vas aussi transpirer des sels minéraux, donc ça c'est quelque chose qui est important à monitorer.
au tout début, quand tu transpires peu, en fait, t'as un phénomène de réabsorption justement des sels minéraux et du coup, t'en perds pas tant que ça. Mais en fait, quand tu commences à transpirer de manière violente, là, pour le coup, t'as beaucoup de sels minéraux qui sortent et t'as pas assez de temps justement que ça se réabsorbe justement dans les pores de la peau. Et honnêtement, quand tu transpires trop, là, ça goûte. Là, pour le coup, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est perdu, c'est gâché, on a gâché de l'eau, tu vois, parce que cette eau ne s'est pas évaporée et est perdue pour le corps. Et ça, pour le coup, justement, faut faire bien attention. Quand tu t'entraînes à la chaleur, tu viens transpirer beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt, justement, en fait, et tu vas transpirer plus, mais par contre, de manière moins salée. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on vient faire avec l'entraînement. Juste, je rebondis sur un truc que disait Joseph, sur la chaleur qui, dans tous les cas, bénéficie à la performance, même si tu cours en conditions tempérées. C'est pour ça que j'adore les courses d'automne, en fait, moi, parce qu'au final, s'entraîner en hiver et courir au printemps, t'as l'effet inverse. Souvent, tu t'entraînes au froid et d'un coup, au marathon de Paris, tu tombes le mauvais jour, il fait un peu trop chaud et tu le vis comme un enfer. Alors qu'à l'inverse, tu t'entraînes en été pour faire une course de septembre, octobre, novembre, en fait, t'as l'effet bénéfique de waouh, je vole, en fait. Là, je sens qu'à 10-15 degrés, c'est des conditions parfaites, en fait. Et t'as vraiment ce sentiment de je vais pouvoir tenir beaucoup plus longtemps sans surchauffe. Quand t'as un profil qui chauffe rapidement, en tout cas, c'est bénéfique. Donc oui, c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre où là, typiquement le marathon de Paris arrive à grands pas à l'heure où on tourne cette vidéo. On sort de l'hiver et c'est là où il y a les premières petites chaleurs à une vingtaine de degrés. Mais en fait, 20 degrés, quand on a fait plusieurs mois à 5, ça fait une grosse différence. Ouais. Et avril, c'est un mois qui est justement assez compliqué à gérer parce qu'il y a des températures très hautes ou très basses qui peuvent arriver. Nico nous disait tout à l'heure un petit peu, lui, la manière dont il s'y prenait pour s'adapter en amont à la chaleur. Qu'est-ce que vous utilisez le plus pour justement réussir à optimiser quand les gens vont préparer une course chaude? Typiquement, j'imagine la Diagonale des Fous. Peut-être, qu'est-ce qu'il y a? La Hard Rock, il fait chaud à la Hard Rock? C'est beaucoup plus en altitude, donc ça va, mais il faut quand même s'entraîner un peu. Ok, Western, il fait chaud? Carrément. Oui. Western, il fait très chaud. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez en place pour qui marche bien ou le mieux? Et puis on verra après si les gens peuvent l'utiliser chez eux ou pas. Moi, je considère au début que c'est important de faire pas mal de passifs. Il y a deux choses. Il y a soit chaleur passive, donc c'est vraiment tu te mets dans ton bain, dans ton sauna, etc. Soit du heat training actif. Donc là, pour le coup, c'est vraiment à l'entraînement. Passif, je trouve vraiment déjà intéressant. Comme le disait Nico, après ta séance, tu te mets dans ton bain, tu restes 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, et ça, tu fais ça tous les jours ou en tout cas 3 fois par semaine, ça peut être intéressant. Il y a une limite où mieux c'est quelqu'un qui commence à bosser dans son bain, tu vois. Non, il y a toujours une limite. En tout cas, enfin, déjà en termes d'emmerdement, parce que c'est pas cool de passer sa vie dans son bain. J'ai vu une vidéo d'où ça m'a faudra couper au montage, mais qui était en train de manger un yaourt dans son bain, c'est terrible, mais ça me vient en tête. Peut-être qu'il était en heat training pour préparer, je sais pas. Je suis désolé. Et après, il y a le heat training aussi actif qui est intéressant. Oui, est-ce que ça peut devenir emmerdant? Oui, c'est emmerdant dans la vie de tous les jours de faire ça parce que ça prend du temps, etc. Et surtout, en fait, dès que tu pousses de l'entraînement, on est quand même un peu sur la ligne rouge à chaque fois, donc ça instruit quand même un stress métabolique important. Non, mais parce que j'imagine que on peut pas en faire tant que ça. Si tu dis aux gens pour s'entraîner à la chaleur, qu'est-ce que je fais? Je me fais une petite heure dans mon bain. Certes, le bain est un peu chaud, mais voilà. Ou alors, je vais me faire 3 fois 1 heure d'endurance fondamentale dans ma semaine en étant couvert avec un bonnet, un truc, alors que c'est l'été. Je pense que à choisir, les gens ils choisissent la première option. Tu vois, c'est le moins pénible des deux quand même. Mais c'est pas si agréable que ça. Ouais. C'est vraiment la température un peu bizarre où t'es pas bien, tu transpires. C'est très bizarre. C'est ça, c'est dans les deux cas, c'est désagréable parce que ce que tu veux aller chercher, c'est un stress. Et ça, c'est souvent le truc quand on parle même de gut training, tout ça, c'est tout le monde veut rester un petit peu dans la zone de confort, nous aussi. Mais en fait, si tu veux des adaptations, faut aller dans la zone où c'est pas confortable en fait. Et si tu prends ton bain chaud, c'est pas le petit bain, c'est bon, je suis à 37 degrés, je suis bien, tranquille. C'est non, tu vas pousser le truc. Bon, tu te brûles, tu t'ébouillantes pas non plus, mais tu vas pousser la chaleur un peu au max que tu tolères. Tu fermes la porte pour garder l'humidité et en fait, tu restes. Quand tu commences à trouver ça, tu te mets comme ça là jusqu'au cou. Et quand ça commence à être désagréable, c'est là où ça commence en fait. C'est là où tu te dis bon maintenant faut rester 10 minutes dans ce désagréable. Et du coup c'est pas le petit bain chaud. Il faut vraiment que ça te mette à la fin. Tu te dis bon là. Ça y est, j'en peux plus. J'ai été me mettre comme un jour de course où je vais être je vais être pas bien, quoi. Et c'est stressant aussi au niveau métabolique, donc ça te rajoute une charge dans ton planning d'entraînement. Ouais. Donc c'est une séance que tu peux faire en moins ou 20 minutes de course ou de vélo que tu fais en moins. Donc c'est aussi à prendre en compte par le coach. Ouais. Et à remettre progressivement donc dans sa semaine.
Je pense, et par cure aussi. Ouais. Déjà, faut y aller doucement pour pas trop se cramer. Et après, faut aussi le faire par cure. Je pense que c'est vraiment important pour voir aussi les effets et permettre au corps aussi de se réhabituer. Une question là-dessus, du coup, parce que moi, je fais plutôt ça en affûtage, parce que c'est la période où tu commences à réduire l'entraînement. Bon, faut bien le gérer, parce que tu faut pas mettre un méga stress en affûtage, parce que si tu veux l'intégrer dans un entraînement qui est déjà intense, bah, il faut réduire l'entraînement, du coup. Mais comme on sait que la chaleur peut aussi avoir un bénéfice sur la forme, enfin, est-ce que toi, t'es adepte de potentiellement accepter de réduire un peu l'entraînement pour mettre de la chaleur et dire, pas grave, au global, on aura les mêmes avantages, ou quand est-ce que tu le mets? Je pense que l'affûtage, c'est peut-être un peu trop tard. 100% raison sur le fait que ça te permet justement de compenser un déficit même en volume. Donc là, typiquement, on a un triathlète qui revient de blessure, qui vient de faire une course, il avait 2 semaines un peu plus légères, bah justement, on a profité pour mettre un stress qui était pas mécanique. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'affûtage, c'est peut-être un peu trop tard. Et surtout, en fait, bon, ça commence à être bien documenté, mais on sait pas justement ce que ça fait. Et en fait, on sait que l'altitude, ça peut être très, très dangereux, justement, si t'en fais trop, tu peux en souffrir sur le jour de la course. Donc moi, j'en ferai pas tant que ça non plus en affûtage quand même. Ça reste intéressant, ça c'est important aussi, mais c'est plus pour le risque on parlait d'être malade tout à l'heure, tu vois. Parce que quand tu t'entraînes fort, bah, tu vas un peu défoncer tes défenses immunitaires. Et en fait, le type de l'entraînement, ça c'est vraiment, c'est pas prouvé scientifiquement, mais j'y crois beaucoup, c'est, en fait, on vient augmenter très régulièrement ta température corporelle pour justement, quand tu fais des intenses, pour justement tuer tous les microbes que tu as à l'intérieur de ton corps. Et en fait, tu te retrouves en affûtage, et qu'est-ce qui se passe? T'as beaucoup d'athlètes élites ou même amateurs qui tombent malades justement la semaine de la course. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu viens pas justement tuer à nouveau tous ces microbes, etc. Et du coup, ça peut être une bonne idée justement d'aller faire une séance de sauna. Comme ça, tu remontes artificiellement à 39,5 ou 40 ta température corporelle. Et du coup, ça permet justement d'aller tuer toutes ces bactéries qui peuvent être mauvaises et qui te font tomber malade la semaine pré-course. Bon, après, parfois, il y en a qui se mettent tellement mal, soit à cause d'un déficit énergétique chronique, mais aussi à cause d'une charge d'entraînement de fou furieux, que vous aurez beau essayer par la chaleur, de toute façon, vous avez foutu en l'air votre système immunitaire. Et là, c'est plus une question de faut espérer pas croiser de microbes ou de trucs qui vont me faire tomber malade. Donc, il y a le bain, ça, on l'a. Les gens peuvent l'utiliser. Est-ce que vous utilisez d'autres choses ou ça, vraiment, c'est un truc simple à mettre en place qui fonctionne bien et qui, parfois, et surtout pour les amateurs, peut être suffisant? Non, c'est bien, ça peut être fait partout, surtout quand tu t'entraînes en Angleterre ou quoi, bah là pour le coup tu peux juste mettre ton bain. Après, quand t'es en dehors, c'est vraiment cool. Faut avoir une baignoire. Oui, il faut avoir une baignoire. Ouais. Le petit, Personne n'a de baignoire chez. Non, mais en tout cas, c'est faisable partout dans le monde, tu vois. Et après, pour le coup, en actif, c'est quand même cool d'aller dehors, mais c'est quand même compliqué, et notamment pendant l'hiver, tu peux pas le faire en France, par exemple. Du coup, là, tu te mets sur home trainer ou sur tapis, tu mets des grosses couches, etc. Et voilà, t'essaies juste d'avoir quelque chose qui soit pas respirant pour en fait bloquer la transpiration à l'intérieur et que ça fasse un peu étuve. Ok, et ça, typiquement 1 ou 2 fois dans la semaine sur une endurance fondamentale, juste on se couvre. On couvre sa tête, il me semble. On essaye. Ouais. Et pareil, on est dans cette zone où c'est pas agréable, mais moi j'apprécie quand même beaucoup plus parce que bah, vraiment tu fais un effort physique, etc. Après il y a différentes techniques aussi, c'est tu te mets au même watt et juste pendant toute une période. Après tu essayes d'avoir une température cible, donc 39,5 ou 39,8, et du coup les watts vont forcément diminuer au fur et à mesure, donc c'est un exercice qui est assez marrant. Ouais, il y a différentes techniques de le faire et ça nécessiterait justement d'avoir un truc corps ou je sais qu'il y en a qui absorbent, qui avalent même une petite gélule. Bon, là, on commence à être dans des trucs que le commun du mortel a un tout petit peu moins. Après ça, c'était marrant. On avait fait une expérience, c'était en 2023, si je dis pas de bêtises. J'étais parti à Singapour avec un chercheur pour faire une étude sur 120 militaires de Singapour pour justement évaluer un peu l'effet de la chaleur. Et du coup, on avait pris les 120 soldats. C'est trop facile, les soldats. Tu les prends, tu leur fais manger leur pilule, etc. Tout est cadré. Et en fait, on avait regardé justement les évolutions pendant la course. Ils allaient à un semi-marathon. Et pour voir justement comment est-ce que ça évoluait, il faisait une chaleur de dingue et surtout une humidité hyper importante. Et en fait, on voyait en temps réel l'évolution un peu de la température. Et il y a un côté assez maligne, enfin dans la température, dans la chaleur, où en fait à un moment on se rend pas compte si on est vraiment mal ou si en fait on peut pousser plus. Et les gens qui sont très compétiteurs, ils peuvent tomber comme ça comme des mouches. Et les soldats, tu vois, c'est un peu le cas. Et justement, on essaie de donner un peu des indicateurs pour dire attention, là pour le coup, t'es vraiment proche de collapse. Et donc c'était intéressant. Et c'est quoi comme type d'indicateur? Les petites batteries qu'on donnait. Tu dis on essaie de donner des indications. Tu veux dire quand toi t'as les données ou alors il y a des guidelines un petit peu de
bah si vous commencez à sentir tel truc, c'est que Non, justement, t'as pas vraiment de trucs comme ça, donc c'est vraiment que l'indicateur de ton thermomètre ou du WBGT extérieur. Et après, en fait, en fonction, on peut savoir dire, toi, t'es très résistant, donc tu peux pousser loin dans la douleur. Au contraire, toi, dès que t'as un peu de chaleur, Ouais, puis en plus, j'imagine que ces gens-là qui sont habitués à la chaleur, contrairement à Nico ou même à moi, où nous, peut-être, notre corps, il va shut down très tôt, et donc, en fait, il va se préserver. Eux qui ont grandi toute leur vie à la chaleur, en fait, ces signaux qui sont censés les protéger sont totalement inhibés, et ils sont peut-être encore plus à risque que nous. Mais ouais, pour nous, on va dire le commun des mortels, t'as quand même un bon indicateur, c'est ce que disait Joseph tout à l'heure, c'est que quand ton corps commence à être dans le dur, tu vas sentir qu'en fait, juste t'arrives plus à faire ce que tu veux. C'est pas le mur du marathon quand tes muscles sont cassés, c'est juste t'as envie d'avancer, mais tu sens que petit à petit tu ralentis et tu fais les choses à un rythme qui devient de plus en plus lent. Et si ça c'est corrélé à ta sensation de chaleur, bon tu sais que tu commences à rentrer dans une zone où ton corps te dit bon moi salut, c'est bon pour moi. Mais encore une fois, le ressenti, il faut faire très gaffe. J'avais fait un 10 km en Angleterre, j'étais en stage là-bas, je fais un 10 km et il faisait pas forcément si chaud que ça, mais juste je voulais faire mon chrono, je fais mon chrono, etc. Et j'étais tellement dans le mal que je m'étais évanoui parce que mon corps avait vraiment shut down, tu vois. On était à 500 mètres de la ligne, j'étais en train de faire un super chrono, mais honnêtement, il y a des trucs où en fait, quand t'es un peu compétiteur, quand tu t'envoies, etc., mais en fait, t'écoutes plus ton corps et c'est aussi pour ça qu'on est bon en compète et en course à pied, hein, parce que justement c'est un peu l'aspect mental, mais il faut faire très attention à ça. Ouais, c'est vrai qu'on sous-estime très souvent quand on essaie de modéliser la fatigue, on modélise un épuisement des stocks de glucides, on modélise bref, tout un tas de choses, une concentration en ion H+ dans le sang, etc. Et en fait, on sous-estime très souvent que la thermorégulation est en fait un facteur limitant de la performance, et qu'il y a des gens qui pourraient retrancher quelques minutes à leur chrono, non pas en s'entraînant plus, mais en justement faisant en sorte de mieux thermoréguler. Justement, là, on a abordé à l'entraînement qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour s'y préparer, mais et ce qui se passait un petit peu qui faisait qu'on améliorait notre performance, qu'est-ce qu'on peut faire le jour J, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce que toi d'ailleurs tu fais quand tu es sur une course chaude. Il me semble que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans sur le marathon du Mont Blanc, il a fait un peu chaud. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place instinctivement pour réussir à te refroidir ou améliorer ta thermorégulation? Avant ça, je te prends une anecdote qui m'est revenue comme ça, là. C'est marathon de Paris 2017 où je vivais au Canada. Je suis arrivé quelques jours avant, mais du coup, il faisait peut-être 10 degrés. Mais un 10 degrés quand tu viens de l'hiver du Québec, tu connais pas ça depuis septembre. J'en rajoute un peu, mais... Et du coup, je me rappelle, j'étais déjà en débardeur, mais genre, il y en a qui se couvraient un petit peu au départ. Moi, c'était bon, débardeur, aucun problème. Et premier ravito, rue de Rivoli, enfin vraiment début de course. Je me prends un gobelet, je me le jette dessus et j'ai vu les regards de mais il fait quoi lui? Et moi, j'étais déjà en mode putain, il va faire chaud, il va faire chaud. Et en fait, avec une stratégie de prendre en compte le plus tôt possible de me refroidir quand j'étais encore bien, mais pour dire tout ce qui est bon à prendre, je le prends parce qu'après ça va être compliqué. Et si tu veux, marathon du Mont Blanc, c'était un peu la même crainte que j'avais. Donc il y a moins de ravitaillement que sur un marathon, mais dès que t'en as un, tu t'humidifier le plus possible justement pour rajouter de l'eau. Disait Joseph, l'eau est précieuse pour nous refroidir. Et j'ai même, si j'ai assez d'eau, moi j'aime bien m'en mettre un petit peu sur le bandeau, enfin essayer de me rafraîchir un peu le plus possible. Si on croise une source ou une cascade ou quoi que ce soit, tu prends les quelques secondes pour aller te rafraîchir les bras, enfin un petit peu partout en fait, et repartir le plus humide possible le plus souvent, quoi. Moi c'est vraiment l'humidité fraîche. Je sais qu'en plus mentalement ça fait du bien, donc jeter ça pour essayer au maximum, même si ça te fait prendre un petit peu d'eau en plus avec toi, ça peut être ça peut te faire gagner du temps en forme, quoi, sur la course. Du coup, qu'est-ce que toi tu préconises le plus? Qu'est-ce qui, d'après les données que tu accumules, montre les meilleurs résultats? Effectivement, pour les coureurs amateurs, c'est super important de faire ça, vraiment de mettre beaucoup d'eau et même assez tôt dans la course. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et après, pour les athlètes élites, on essaie de développer aussi on a vu les stratégies de cooling un peu marrantes de Nike sur la Western State. Je vous ai ramené là deux, trois trucs. C'est l'heure de l'instant gadget. On a 2-3 capteurs justement gadget, c'est pas le mot parce que c'est vraiment utile.
Il y a plusieurs capteurs qu'on utilise. Il y a aussi des espèces de serviettes un peu comme ça qui sont micro-porées, si je puis dire. Donc en fait, c'est hyper intéressant. Et quand elle est mouillée, elle est vraiment très froide. Je pense qu'on pourra faire le test tout à l'heure, mais vous serez vraiment surpris. Et en fait, avec ça, t'as beaucoup plus justement de surface au contact de l'air. Et en fait, ça s'évapore plus vite. Et du coup, bah en fait, ça prend beaucoup d'énergie. Tu parlais de bandeau tout à l'heure, c'est super important en fait. Il sert à quoi ton bandeau? Déjà à retenir la transpiration parce que sinon j'y vois plus rien, et à garder de l'humidité sur le front. Exactement. En fait, à stocker justement cette humidité. Et on voit souvent des athlètes avec des manchons comme ça. Là, on a une nouvelle paire UV en plus. Et en fait, ça permet justement de stocker l'humidité sur le bras et du coup de continuer à faire cette évaporation avec plus de surface au contact de l'air et donc plus d'évaporation. On voit aussi souvent des athlètes avec des bandeaux, avec des petits... alors je sais pas si ça fonctionne, mais l'idée en fait c'est de faire comme un radiateur. Si vous regardez le radiateur sur votre PC ou sur votre voiture, en fait toute cette petite tranche, c'est non pas... Enfin, si les gens se demandent à quoi ça sert, c'est pour augmenter la surface de contact avec l'air. Ouais, exactement. Et pour justement que la chaleur en se diffusant à travers tout ce matériau-là puisse refroidir beaucoup plus. Ok, mais ça marche vachement. Ouais. Les manches, j'imagine que ça sert aussi, ce que tu l'as dit tout à l'heure et je le répète, la chaleur, elle est tridimensionnelle et il y en a une, c'est justement l'aspect radiation du soleil. J'imagine que du coup, ça coupe un des 3 facteurs où on limite la radiation. La course la plus chaude que j'ai fait, il faisait 37 degrés, 38 degrés. Et en fait, on se rend compte qu'au bout de 9 heures, enfin, déjà au bout de 7-8 heures de course, en fait, on est brûlé. Ouais. Nos avant, par exemple, à vélo, on a les avant-bras brûlés, la nuque qui peut brûler aussi. Et si ton corps bronze ou a un coup de soleil, ça veut dire qu'il souffre. Et donc, honnêtement, c'est un bon signal et c'est super important justement de mettre ce genre de choses. Ça peut paraître paradoxal parce que quand on a chaud, on veut se découvrir. Ben en fait, non. Ouais, exactement. Non, honnêtement, le rayonnement électromagnétique, il est assez violent là-dessus. Et surtout, en fait, les nouvelles techniques qui sont faites, les nouvelles technos, permettent justement même de bien se rafraîchir, même avec quelque chose sur soi. Ok, donc ça fonctionne bien. La glace aussi fonctionne pas mal. Okay. Donc, vous avez sûrement dû voir justement les courses où ils prennent des ice bandanas. On a fait ce genre de choses. Et ça, honnêtement, c'est des trucs qui fonctionnent bien. On parlait justement de 10 degrés au marathon de Paris. Mais par exemple, sur l'UTMB, cette année, il a fait assez frais. Et même, il devait faire 12 degrés sur la fin de la course, donc à Trian ou Vallorcine. Et je me souviens mettre encore des tonnes de glace sur Tom. Il me demande ice. Donc, j'ai rajouté, pourtant, tu dis 12 degrés, t'as pas besoin de glace. Si, en fait, tu produit tellement d'énergie, je vous dis encore les 80% d'énergie perdue, que même à 12 degrés, tu as besoin justement de refroidir ton corps. Donc ouais, c'est super important même à basse température. C'est marrant parce que 12 degrés, c'est proche de la température qu'on dit un peu idéale pour courir. Tout le monde dit toujours 10. Moi, je suis plutôt entre 0 et 5 si tu veux vraiment me mettre en mode perf. Mais est-ce que ce 10, il est scientifique ou est-ce que toi, tu penses que c'est en dessous du coup? Ça a été montré justement dans une étude de Floris et collaborateurs, si je dis pas de bêtises. Pour les élites, c'est moins, c'est beaucoup moins. On a qu'à se reproduire sur l'exemple de Nike avec Kipchoge à Vienne, où ils avaient vraiment choisi une température de, je crois, 2,5, quelque chose comme ça. Donc honnêtement, pour les athlètes élites, c'est bien moins. Pourquoi? Parce que déjà, ils produisent plus de chaleur, ils sont quand même à des allures et des intensités plus fortes. Et surtout, je pense qu'ils savent mieux aussi gérer le froid, donc ils ont des gants, etc. Donc je pense honnêtement, c'est bien moins que ces 10 quand t'es bien adapté à ces conditions. Et même en intra-individu, pour un même individu, c'est une question de distance aussi. En fait, quand tu vas faire un 1500 mètres ou un 5000, tu vas produire tellement beaucoup plus de puissance. Tu l'as dit tout à l'heure, déperdition d'énergie. Et en fait, en produisant beaucoup plus, il faudrait qu'il fasse plus froid. Et donc, potentiellement, pour mieux performer, si je me trompe, mais en fait, il faudrait qu'il fasse plus froid quand je cours un 5 que quand je fais un marathon ou à quelques degrés près. Si on voulait optimiser la performance. Et je suis pas d'accord là-dessus parce que on a quand même une inertie thermique justement dans notre corps et du coup, ce qui prouve que sur un 5 bornes, t'es capable justement de plus. Il y a quand même une inertie qui est intéressante, tu vois. J'ai pas le nombre en kilojoules, mais elle est quand même importante. Et surtout, je pense que sur ces faibles distances, t'as quand même une beaucoup plus grosse convection avec le vent parce que tu vas plus vite. Et du coup, honnêtement, je pense que c'est plus difficile sur un marathon où là, pour le coup, t'es à vitesse inférieure et surtout, en fait, ton inertie, elle est rapidement surpassée et du coup, t'as vraiment un impact là-dessus. Je préférerais largement qu'il fasse chaud sur un 5 km parce que c'est relativement court, t'as pas le temps de surchauffer. Ouais, j'entends. Et t'es même peut-être plus en condition dans ton corps. Alors qu'on met la même chose sur un marathon, oui, tu vas être bien sur le premier 5, mais après, il t'en reste... il faudrait que je me repenche, parce que j'ai un graphique en tête, mais peut-être qu'il y a des petites modalités.
que j'ai perdu en cours de route. Petite, On met ce podcast en pause. non, petite info là, c'est marrant parce que les courses de championnat, on parle souvent des courses de championnat, championnat du monde, JO, etc. On a très souvent des courses assez lentes pour plusieurs raisons. Il y a 3 raisons principales. Il y en a une, c'est la chaleur parce que c'est des courses qui sont faites pendant l'été. Et en fait, on remarque souvent que les courses et marathons, là pour le coup, on prend des gaps monumentaux en termes de distance au record du monde. Par contre, justement, sur des 3000 steeps ou des choses comme ça, où il fait quand même très chaud même dans les stades, et ben en fait, on a moins d'écart justement au record du monde. Ok, en pourcentage. Ok. Et justement, on va faire un lien là maintenant qu'on a parlé de la chaleur avec le froid. La première chose, c'est justement entre cette notion de chaleur et de froid, est-ce qu'il y a des physiques, donc en fonction du poids, de la masse musculaire, qui sont plus ou moins prédisposés à avoir trop chaud ou à être plus fort contre le froid? Oui, c'est sûr, quand tu es plus musculaire, parce que tu vas forcément produire beaucoup plus d'énergie. Après, on remarque que c'est aussi hyper individuel comme réaction. Et des gens qui sont très très bien habitués et d'autres par contre qui sont tout fins, donc ils produisent moins, mais par contre leur cerveau bloque complètement à ce niveau-là. Donc ouais, c'est assez différent et il y a une tendance de fond, mais c'est vrai que c'est pas aussi marqué que ce qu'on pourrait penser. Okay. Par rapport au froid, je voulais rebondir. Donc on l'a dit, il y a quand on est sous chaleur, on essaye de se refroidir par les moyens dont on a parlé. Moi, ce que j'ai pu assister, et peut-être ça a été ton cas sur certaines courses, c'est que typiquement, je prends l'Ironman de Nice en 2018. À vélo, il doit faire une 30aine de degrés, quelque chose comme ça. Et il y a un orage qui dure pas très longtemps, mais qui fait chuter la température de une dizaine, une quinzaine de degrés. Et la journée finie, il fait pas si chaud que ça. Il doit faire une quinzaine de degrés. Alors ça va. Et en fait, on se rend compte que cette chute de température fait que il y a beaucoup d'athlètes qui finissent quasiment en hypothermie, on pourrait dire, où en fait il faut les réchauffer, il faut leur mettre des couvertures de survie, parce que en fait, même s'il fait pas si froid, il fait la différence de température est trop grande pour permettre à leur corps cette fois-ci. En fait, ils ont tellement évacué de chaleur qu'ils continuent, et en fait là il faudrait freiner. Est-ce que ça te parle ce truc-là? Ouais, plus à l'inverse, je pense que la western est assez compliquée. Il fait très chaud, etc. Ça c'est sûr. Mais en fait, on passe quand même assez haut en altitude. Souvent, il y a de la neige sur le parcours. Et après, on descend dans les canyons. Et là, pour le coup, on prend de plein fouet la température. Ce serait une course où, en fait, on resterait dans les canyons. Ce serait beaucoup moins, justement, différent. Et c'est vrai que le corps, il réagit. On l'a vu à Transgran Canaria encore cette année, où, en fait, il a fait vraiment 2-3 degrés au sommet. T'arrives en pleine chaleur. Ton corps, il comprend plus rien. Il essaye de faire les choses bien, mais il comprend plus rien. Donc, ouais, en fait, il y a vraiment ça. Tu t'adaptes sur 8 mois, 9 mois, mais aussi, même à l'échelle d'une journée, t'as vraiment cette production de chaleur qui peut être problématique, comme tu l'as dit pour Nice. Ce joueur, par exemple, là, je t'avais envoyé un fichier des 7 majeurs que j'ai fait à vélo, et je me souviens que dans l'avant-dernier col, en plein milieu de la nuit, donc dans la journée, c'est monté à un peu plus d'une 30aine de degrés, etc. Donc trop chaud, machin. Et en plein milieu de la nuit, sur une descente de col, donc il y a la convection de l'air. La convection de l'air, c'est le fait que l'air passe sur nous et donc augmente le transfert d'énergie. J'ai vraiment l'impression qu'il fait 3 degrés, quoi. Je grelotte, j'ai mis ma veste d'hiver la plus grosse que j'ai, etc. Et je grelotte. Et je me disais, mais il fait au moins 3 degrés, quoi, c'est pas possible. Et en plus, il y a les légendes où ils disent, comme le col est à plus de 2000 mètres, en fait, il fait super froid et tout. Et j'ai regardé les données, il fait 12. Et en fait, c'est la même chose. J'ai eu tellement chaud. Et puis, peut-être que la fatigue aussi joue aussi. Où plus on est fatigué, plus les mécanismes de thermorégulation mettent du temps. T'as parlé de cinétique tout à l'heure. On met peut-être plus de temps à passer de l'un à l'autre et à pile thermoréguler ce qu'il faut. Ouais, honnêtement, il y a ça, et je pense qu'il y a aussi tes vêtements qui sont trempés, et c'est tout bête, mais honnêtement, enfin, quand tu fais un peu d'alpinisme, c'est vraiment un truc auquel tu fais super attention, de surtout pas mouiller ta première couche, sinon, en fait, c'est mort pour la suite. Il y a ça qui joue pas mal, et justement j'ai analysé la course, c'était marrant, c'était pas évident justement d'avoir une course aussi longue, mais on a vraiment des gradients de température qui sont très 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 différents. Enfin, c'est assez rare d'avoir autant de différences justement sur une course, et effectivement on voyait que par gradient t'étais plus efficace justement à certaines températures. Donc ouais, c'était intéressant à notifier, et t'as cette habituation entre guillemets, donc c'est un effort qui est quand même assez compliqué pour le corps. Vas-y, donne-moi mon point. C'est quand est-ce que j'étais le moins faut que tu ailles le chercher. Faut que j'aille chercher, j'ai tout sur l'ordre. Ouais, attends, le temps que Nico nous sorte. Et donc toi, Nico, tu nous as dit plus à l'aise en température froide. Qu'est-ce que tu mets en place? J'imagine que tu te fais pas un entraînement là où pour la chaleur tu t'entraînes spécifiquement pour la préparer. J'imagine que tu fais pas un entraînement spécifique pour le froid. Non, parce que moi le froid, en fait. C'est quelque chose où je suis très à l'aise avec, et admettons que j'arrive semaine de marathon de Paris, là on est dans cette période-là, je sais que s'ils annoncent qu'il va faire entre 0 et 5 au départ, tout le monde va être en mode
Et moi, moi, c'est vraiment le truc. Si je faisais la course, je serais en mode génial. Ça va être la journée de rêve pour courir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste me dire, alors attends, faut préparer l'avant-course. Je vais avoir des petits gants, peut-être des manchettes, enfin, que je vais pouvoir retirer après si j'ai chaud. Je t'interromps, mais c'est-à-dire que là, c'est pas quand il fait froid, ta quête, ça va être de couvrir les extrémités d'abord. Parce que souvent, les gens, ce qu'ils vont dire, c'est, je vais mettre une veste à manches courtes parce que c'est le plus simple tu vois. Bah, tu pourrais, en fait, pour l'avant-course et te dire, je veux avoir chaud, une petite veste que tu vas pouvoir rouler en boule et mettre dans ton short, dans ton cuissard. Enfin, oui, c'est pas parfait. Ou la jeter à quelqu'un que tu connais après. Ça peut être une bonne idée pour pas avoir froid avant. Parce que si tu jettes de l'énergie gratuite avant ta course parce que t'as froid, c'est pas une bonne idée non plus. Mais grosso modo, pourquoi je parle de gants, de manchettes, d'un petit truc sur la tête, c'est que tu peux les retirer une fois que t'as chaud. Et en vrai, quand on a un départ de course où il fait frais, c'est plutôt l'avant-course qui est problématique parce que dès que tu vas te mettre à courir, même si t'as frais sur le tout début de course, tant mieux. En fait, c'est pas pour moi, c'est plutôt j'ai dit frais, pas faut pas être comme ça non plus. Pas grelotter. Mais ça se prépare bien parce qu'en fait, l'équipement fait tout contre le froid et on peut s'adapter. Mais il faut pas se surcouvrir. Faut pas se tromper non plus. Justement, est-ce que après on va arriver sur l'analyse, mais est-ce que on peut s'entraîner au froid ou est-ce que c'est plus une notion de préparation et de savoir quoi mettre, quand le mettre et avoir les bons équipements préparés, savoir quand le faire? Je pense que c'est surtout pas paniquer. Donc effectivement, mettre la bonne couche au bon moment, c'est ce qui s'est passé pour Rouf où elle ne savait pas s'habiller. En fait, souvent tu dis non, c'est bon, ça va passer, ça va redescendre. Non, faut très vite justement se couvrir parce que tu perds une énergie folle. Et puis même en vrai, sur un UTMB, mettre un collant long, honnêtement, ça fait vraiment la différence parce que tu perds énormément d'énergie. On a dit qu'on chauffait beaucoup avec le sport, mais tu crames aussi énormément d'énergie quand ton corps doit produire de la chaleur pour réchauffer tes membres qui sont froids, notamment les mains, etc. Il faut souvent mettre des gants parce que sinon ça va consommer de l'énergie supplémentaire. Et en fait, c'est un peu une course à l'énergie qu'il faut essayer de gagner. Il y a un aspect aussi qui est important, c'est que tu disais tout à l'heure, ça dépend de la vitesse où on court. Si on part pour son marathon de Paris en 3 heures ou en 5 heures, on va pas produire autant d'énergie et donc de chaleur. Donc forcément, on va plus se couvrir si on part pour 5 heures, parce qu'on est sur un effort un peu plus bas physiologiquement parlant. Et du coup, on va avoir moins chaud, c'est normal aussi. Donc, si vous voyez le Kipchoge qui est en débardeur, même s'il fait 2 degrés, ouais, mais il va courir à 21 km/h, il va avoir une chaufferie qui va être plein gaz. Donc, naturellement, il va avoir un peu plus de proportion à rester en débardeur. Enfin, il faut s'écouter aussi, savoir à l'entraînement, se dire, attends, dans des conditions similaires, qu'est-ce que j'ai l'habitude de mettre? Un jour de course, on met peut-être un tout petit peu moins, mais quand même, en fait, essayer de faire des rapprochements à ce qu'on connaît dans son entraînement. Parce que globalement, le frais, on a forcément déjà connu des conditions similaires, donc c'est pour moi plus facile que le chaud où il faut des fois les conditions de course, elles sont compliquées à anticiper et à tester. Tu as parlé tout à l'heure de préserver son énergie. Est-ce qu'il y a une notion de quand on a froid, en fait, on disperse beaucoup plus d'énergie, on dépense plus de calories? Oui, 100%. Et justement, c'est là-dessus qu'il faut faire attention. À partir du moment où tu vas grelotter, ça sert à quoi de grelotter? Du coup, à faire ce qu'on disait tout à l'heure, à produire de la chaleur. Ouais. C'est en fait ton corps qui se dit, ok, je manque de chaleur, donc je vais activer de manière incontrôlée mes muscles pour justement me réchauffer. Donc honnêtement, c'est-à-dire que c'est de l'énergie perdue alors que tu pourrais justement le mettre à la course. Donc oui, effectivement, c'est super important et il faut faire attention à ça. Ok. Tout à l'heure, tu l'as dit, le but de Russ, c'était de lui apprendre quand mettre les couches. Pour toi, c'est quand le meilleur moment pour le faire? Instinctivement, alors je fais pas de trail, donc ça vaut que dalle, mais tu vois, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Ça va être dans la côte, je vais avoir chaud, donc je me découvre. Mais dès que j'arrive sur le plateau, et encore pire quand je commence à descendre, là, faut que je me couvre parce que convection de l'air, je fournis moins d'efforts aussi. Est-ce que l'instinct est bon? Je pense que déjà, c'était pas le but de lui apprendre à mettre la veste au moment où elle s'est pris une claque. Et honnêtement, je pense que ça a été dur pour elle sur cette course-là. Quand s'entraîner pour ça, c'est compliqué à répondre. Je pense qu'il y a une grosse partie d'instinct, d'habitude. Tu vois, moi qui habite en montagne, je sais, mais en fonction de mes ressentis, à quel clic je dois mettre mon manteau pour savoir comment me refroidir, parce que je me connais très bien, je sais justement comment ne pas transpirer et comment ne pas avoir froid non plus. Donc pour le coup, il y a une grosse partie, je pense, d'expérience. Là, c'est difficile de l'avoir avec de la data. Ok, parce que moi, typiquement, je vois Liège-Bastogne-Liège, c'était quand ça, 2024.
Première, c'est quoi, c'est en avril. Ouais, c'est vraiment la période un peu, comme on l'a dit, un peu traître, où il fait chaud, mais pas trop. En avril, ne te découvrez pas d'un fil. Exact. Ah non, c'était à moi de la placer, celle-là. Ah, moi, il y a pris. Mais en fait, j'ai pas fait gaffe. Et pareil, tu sors de l'hiver, en fait, tu t'es jamais découvert, donc t'es un peu lax là-dessus. Et j'ai l'impression d'avoir fait exactement l'erreur qu'il faut faire quand il fait chaud et froid, ce que peuvent vivre en fait beaucoup de gens par le trail, non pas par une variation de température dans la journée, mais juste parce que tu vas beaucoup changer d'altitude. C'est en fait, je commence à descendre, je suis découvert, et puis je refroidis de fou, et donc je me couvre, mais en fait je suis déjà à la moitié de la descente, et je vais commencer à monter, et en fait j'attends la fin de la montée, je me dis je vais pas m'arrêter maintenant, enlever ma veste, et donc j'attends la fin. Fini de monter, j'enlève ma veste, je commence à descendre, j'ai froid, et en fait t'es en réaction plus qu'en prévision de ah ok je vais descendre, donc faut que déjà je me couvre. J'aimerais bien faire une sortie en vélo avec toi. Ouais. On a cette image, je suis encore trop jeune pour l'avoir vécu, mais de ces coureurs du Tour de France des petits gosses qui donnaient des journaux justement aux coureurs, qui les prenaient et qui mettaient justement sur leur maillot pour éviter d'attraper froid dans la descente. Ça c'est super important en fait, dès le début de la descente. Tu mets ta veste, ça c'est important pour vraiment bien se couvrir et pas attraper froid. Du coup, c'est vrai à vélo, mais j'imagine qu'en trail, ça c'est des vitesses moindres, ouais. Mais c'est les mêmes stratégies. Ouais, mais c'est effectivement, il y a un peu moins de vitesse. Il y a aussi le fait que c'est beaucoup plus facile de se couvrir en trail. Quand t'es dans ta descente, bah en fait, tu vas pas t'arrêter pour mettre ta veste. Donc honnêtement, c'est quand même un peu plus facile à gérer de ce côté-là. Okay. Donc, on se prépare. Est-ce que tu as réussi à avoir la petite analyse Ouais, honnêtement, c'est quand même du très technique. Donc je sais pas si ça ira pour tout le monde. En fait, il y a pas mal de courbes intéressantes, notamment sur. C'était compliqué moi, j'aurais bien aimé comparer deux courses que t'as fait avec deux conditions différentes. Là, on avait deux fichiers. Il y avait Kona, donc qui était vraiment une course. On m'a dit de t'envoyer les pires. Beaucoup plus courte. Bon exemple. Et on voit bien. Et après les 7 majeurs, où en fait, j'ai fait l'analyse par courbe. Donc j'ai pas réussi à te dire t'es bon, t'es mauvais, etc. Mais plus si tu devais refaire la course, pour le coup, je pense que je pourrais te donner des conseils un petit peu sur quand t'adapter. Et là, on voit que t'as quand même une trend line qui est assez positive. Je pense que c'est aussi lié au fait que sur la journée, la température a augmenté. Notamment, je pense à Kona, tu vois, où en fait, tu commences, il fait froid. Une trendline, t'as dit? Une tendance, une courbe de tendance. Et en fait, on voit qu'elle est quand même assez positive. Enfin, elle augmente au fur et à mesure. Ça, je pense que c'est vraiment lié au fait que tu vas justement partir de manière conservative sur ta course. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas mettre plus de watts et aussi la température augmente. Donc là, c'est plus une corrélation qu'une causalité. Mais en tout cas, ça peut donner certaines indications, mais pas de grandes leçons sur comment est-ce que tu te comportes en général. Dommage. J'attendais un secret. Non, après, c'est vrai qu'en plus, les data sont assez polluées. C'est pas des courses qui se sont bien passées. Donc là, je t'ai envoyé des datas. On m'a demandé celle-là, mais j'imagine que la précision des datas joue aussi dans la qualité de l'analyse. Par exemple, une course où à la moitié, en fait, on finit dans le fossé parce qu'on a trop chaud ou tout truc, ou on n'a pas mangé, en fait, la data, elle est inexploitable parce que j'ai quelque chose. J'ai vraiment dit ça au hasard, évidemment. Mais je suis d'accord avec toi. Et en fait, sur les 7 majeurs, j'aurais dû lui envoyer l'étape du tour. Pour ceux qui savent pas, mais c'est vraiment un tour des 7 cols majeurs des Alpes, donc c'est une grosse épreuve. Mais du coup, il y a des montées, des descentes, du vent. C'est pas fait justement à la même température parce que c'est tout au long de la journée et de la nuit. Quand même, je me suis dit je vais quand même sortir quelques stats. Ce serait trop bête que je vienne sur le podcast et qu'on n'en parle pas. On a regardé un petit peu les performances. Il y en a une qui m'est vraiment venue en tête, c'est marathon de Berlin 2024 et 2025. Le marathon de Berlin est quand même connu pour être très très propice à la performance parce qu'il est plat, mais aussi parce qu'il y a des très bonnes conditions. On avait une différence de température, je crois que c'était 9 degrés en 2024 et 13 degrés en 2025. On va se dire c'est pas beaucoup. En fait, il y avait quand même ça entre le plus chaud et le plus Non, c'était 9 degrés en moyenne et 13 degrés sur l'autre. Donc je veux dire 4 degrés, c'est pas si énorme que ça. Et en fait, il y avait quand même beaucoup d'humidité en 2025. Et on allait chercher toutes les personnes qui avaient couru les 2 marathons. Donc en fait, on a pris avec les mêmes prénoms, les mêmes noms de famille. Et il y a une différence de 16,5 minutes de différence justement entre les deux courses. Et on a pris de manière beaucoup plus générale sur le peloton et il y avait 14,5 justement différence. Donc honnêtement, ces 4 degrés plus l'humidité ont un impact qui est juste phénoménal. 15 minutes de différence, c'est monstrueux. Et donc les gens qui disent je me suis trouvé une excuse avec la température, non, 15 minutes c'est pas une excuse, ça reste vraiment quand même important.
les temps du marathon de Boston en 2022, 2023, 2024, tous les 5 km. 2022, on rappelle dessus. Il est dans les stats. Il a participé à l'étude. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'en 2024, il avait fait notoirement plus chaud que les autres années. Donc on voit que les gens partent un tout petit peu plus vite sur les 5 et 10 premiers kilomètres. Et après, en fait, bon, forcément, tout le monde explose parce que tout le monde explose sur un marathon. Mais on voit qu'en 2024, c'est très, très marqué. Et il y a vraiment une explosion. Donc je crois que ils avaient réussi à tenir 11 km/h de moyenne sur les peut-être 35 et 40e kilomètres. Et par contre, c'est 10,5 sur la courbe de 2024. Mais c'est assez impressionnant. Et on voit que c'est aussi, on parlait d'inertie justement thermique, et en fait sur les premiers points ça se passe super bien, et par contre on en souffre beaucoup plus après, et les gens explosent plus en fait à cause de la chaleur. Est-ce que vas-y. Non, je t'apporte un petit truc sur 2022 et qui amène un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est que 2022 il faisait frais et il y avait un vent de face. Enfin léger, mais en fait à 5 degrés un vent de face quand t'es en débardeur et ça. Là on parle de chaleur, je dis oui j'aime bien les conditions fraîche, mais en fait ce jour-là, en fin de course, quand t'es fatigué et que t'as un peu pris le mur même léger, bah en fait de ralentir un tout petit peu, de prendre ce vent avec une température faible, j'étais quasi en hypothermie à l'arrivée en fait, parce que du coup oui la chaleur c'est un problème, mais le vent en fait on le sous-estime dans l'effet qu'il a, et je sais pas de combien tu pourrais nous dire qu'il peut réduire la température, mais il y a des moments où en fait un vent peut vraiment tout changer sur l'effet de la température dans le chaud et dans le froid du coup. Ouais, 100%. Il faudrait demander à Anthony justement qui est un peu derrière toutes ces statistiques. Mais ouais, effectivement, et c'est là que le WBGT est super intéressant parce que ça t'apporte cette dimension supplémentaire sur la température. Nous à vélo, je crois que c'est un truc par rapport à notre vitesse, 10 km/h égale moins 1 degré. C'est un peu, c'est empirique, mais en gros, tu sais que s'il fait 10 et que tu vas rouler à 50 un peu en descente parce que bah, tu peux te geler. En plus, si tu rajoutes le fait que t'es en altitude, bah, d'autant plus. Hyper cool. Donc, ça, c'est vraiment 100% empirique, ça vaut pas grand chose. Justement, parlons un peu du vent, parce que bah, ça fait partie des conditions. Il y avait une question tout à l'heure, est-ce qu'on préfère un vent constant ou un vent avec des rafales? Typiquement, alors, à vélo, certes, mais même quand on a un parcours qui fait une boucle, on a tendance à se dire, bah, t'as fait le marathon d'Amsterdam avec le long passage le long de l'Amstel, dont on a le vent de face, et on se dit, bah, c'est pas si grave parce que de toute façon on l'a de face à l'aller et puis on l'a de dos au retour et les deux vont se compenser et ça sera bien. Est-ce que c'est le cas? Non. Voilà, sujet terminé. Voilà. Non, mais on passe à la nuit. non, honnêtement, c'est intéressant comme question, mais pas du tout parce que t'es à 20 km/h. Pas forcément, mais je crois non, mais même si t'es à 12 ou à 8, mais en fait, imagine t'as 20 km/h de face, ça te fait 28 km/h entre guillemets en cumulé de face. Donc sur le calcul de ce qu'on appelle le drag, c'est la force de pression justement du vent. T'as 28 d'un côté et après t'as on va dire 12 de l'autre. Et honnêtement, bah du coup, d'un point de vue mathématique, c'est pas du tout la même chose parce que c'est une fonction qui est au carré ou au cube justement quand tu prends la vitesse. Et en fait, bah un 28 va te coûter énormément, là où un 12 de derrière va pas énormément, voire même pas du tout t'apporter. Donc ça, c'est super important et ça ne vaut pas du tout. On avait fait un truc marrant avec Duncan Peria. Il travaillait à fond pour se qualifier pour les JO. Et du coup, on lui avait dit, ok, il avait tenté Amsterdam, il nous avait dit comment est-ce que je peux faire un peu pour le pacing, et on était à regarder le vent. Il y avait pas mal de vent, je crois 22 km/h, lui était pour le coup à 20. Donc en fait, quand t'as le vent de face, c'est quand même 44 km/h de vent, c'est énorme. Si on reprend la formule, il y a quand même beaucoup de watts qui sont perdus. Et du coup, on lui avait fait un truc marrant. Il était dans un petit groupe. Forcément, il était obligé de mener un peu l'allure parce que il se répartissait le travail avec ceux qui voulaient aller faire les minima. Et en fait, je lui avais dit, il faut que tu te caches dès qu'il y a le vent de face, parce que comme ça, là, pour le coup, t'as vraiment pas grand chose, t'es vraiment attiré par les autres. Par contre, quand t'as de vent de dos, là, pour le coup, tu peux prendre le lead. Et les autres s'en rendent pas compte parce que le vent, c'est quand même très difficile, justement, de se rendre compte de ça. Et en fait, lui avait fait beaucoup, beaucoup moins d'efforts et on avait calculé en termes de watts ce qu'il avait gagné juste en étant plus malin et en se cachant dès qu'il y avait du vent et en prenant le lead quand il y avait de vent de dos. Il y en a qui ont joué les rôles de dindon là-dedans. Ah bah après, c'est de la stratégie, hein, ça compte. Ouais, et honnêtement, le nombre de watts était quand même assez fort, donc c'est trop dommage de pas se fixer là-dessus et de pas faire attention à ça. Ouais, est-ce que ça dépend de la vitesse à laquelle tu cours pour avoir une sorte de pourcentage d'impact?
Enfin, c'est pas un 1 pour 1. Si on a un 15 km/h de vent de face, on ralentit pas de 15 km/h. Ouais. Heureusement, d'ailleurs. Non, complètement. Il y a ça, et ça aurait été marrant que Mathieu et soit là sur le podcast. J'avais analysé, je sais pas si vous vous souvenez de son marathon en 2023 À Paris, ouais. Donc il l'avait fait avec une armée de pacers Salomon. C'était assez impressionnant comme peloton, et on avait calculé justement le nombre de minutes qu'il avait gagné justement grâce à à ce groupe-là. Et honnêtement, c'était quand même assez impressionnant. Je crois qu'on était sur 1 minute 22 ou quelque chose. Donc tu te dis, enfin, il y a des gens qui se battent pour gagner 1 minute, et juste avec des gens devant toi, tu peux gagner cette chose-là. Mais c'est pour ça que les gros marathons, en fait, concentrent les coureurs d'un certain niveau, parce qu'en fait, tu vas faire des Valences, des Sévilles. Prends ces deux-là, parce que c'est un peu les marathons qui sont en ce moment les plus connus avec la plus grosse densité. T'es toujours en peloton, et en fait, même, tu le sens en fait cet effet. T'as vraiment l'impression il y a l'effet psychologique aussi, mais t'as l'impression de te faire emmener dans un tunnel en fait, et l'effet vent, c'est sûr que par rapport à quand tu t'entraînes tout seul, où tu sais ce que c'est d'avoir cette sensation du vent dans le nez, quand il y en a et que tu le sens pas. À Amsterdam, j'ai pas le souvenir de ce vent en fait, même s'il y en avait un petit peu, mais comme j'étais encore dans un groupe à ce moment-là, t'es une vingtaine et t'es dans le groupe. Il n'existe plus le vent en fait. Ouais. Et il y a aussi l'effet, moi ça c'est vraiment de l'aérodynamique, mais quand t'as quelqu'un derrière toi, ça t'aide aussi justement à avancer. 2 exemples là-dessus, sur le Tour de France, je sais pas si vous voyez, sur le contre-la-montre, ils étaient juste derrière avec la voiture, et là on sait pas pourquoi il y a 8 vélos sur le toit, alors qu'en fait il a besoin que d'un seul pour changer, et parce que justement ça crée ce truc-là. Et Eliud Kipchoge, quand il a fait sa tentative pour passer sous les 2 heures, réussi, il avait 2 personnes qui étaient derrière lui. On se dit, mais ça sert à quoi? Il va pas lui bloquer devant. Si, en fait, il y a un effet de reflux, justement, qui est intéressant et qui lui permet de gagner un petit peu de dépression. Parce que là, justement, après, l'avantage à vélo, c'est que les vitesses sont beaucoup plus élevées. Donc, plus la vitesse est élevée, je l'ai dit tout à l'heure, quand on est à 20 km/h, il y a beaucoup plus d'impact. Par exemple, quand il y a 20 km/h avec 20 km/h de vent, l'impact est beaucoup plus élevé que 10 km/h de vent à 10 km/h. Que pour autant, il y a à partir de quand pour toi ça commence à être vraiment à prendre en compte dans faut y faire vraiment attention? Je pense qu'à partir de 16, 17, ça commence à devenir important. Peut-être 16-17 en absolu, c'est-à-dire 7 km/h de vent, je cours à 10 ou non, en vitesse de course. Et après, s'il y a un peu de vent, faut vraiment faire attention. Mais ouais, en fait, à partir du moment où tu dépasses les 20 km/h, même au global, ça devient super important. Et là, pour le coup, c'est pour ça que ce qu'avait sorti encore Kipchoge, je suis pas du tout sponsorisé par Eliud Kipchoge, mais au marathon de Tokyo, il avait sorti des espèces de protèges tibia avec des petites alvéoles dessus, etc. Là, pour le coup, en fait, quand t'as 20 km/h plus 5, 6, 7 devant, là, ça commence à devenir intéressant, et je pense qu'on va le voir de plus en plus dans le running. Et puis, ça se fait particulièrement parce que, bon, là, on rentre vraiment dans les détails techniques, mais sur les jambes, c'est d'autant plus important, parce qu'on fait ça aussi en cyclisme, parce que le retour de la jambe, il y a la vitesse absolue de la personne, la vitesse du vent, mais le retour de la jambe qui fait qu'en fait, la jambe, son trajet, c'est à peut-être 50 km/h. Donc là, évidemment, c'est intéressant. Ça fait beaucoup. Mais du coup, t'es en train de dire que mes petites séances en hiver, là, au Havre, où quand on a genre 40-50 km/h de vent constant, plus des rafales à 70-80, quand je sens que c'est un enfer de faire une séance, c'est pas juste dans ma tête. Non. Je pense que tu le vois si tu fais des 1000 dans un sens ou dans l'autre. Mais il y a des temps qui sont juste, mais t'as 10 secondes. Non, mais en fait, c'est ingérable à un niveau où, en fait, courir dans un sens face au vent moins vite et forcer, dans l'autre sens, t'as l'impression que ça court tout seul, mais c'est pas agréable non plus, parce qu'en fait, t'es jamais sur ta sensation de l'allure que tu veux travailler. Enfin, ces moments-là, en fait, moi, j'essaie d'aller trouver les endroits où tu vas te cacher en forêt, mais en fait, juste, tu ne peux pas faire une séance correcte un jour de grand vent, quoi. Enfin, le conseil pour les gens, si vous avez un jour de grand vent et que le lendemain c'est un peu mieux, et décaler votre séance au lendemain, ça sera 1000 fois plus productif. Ouais. Et du coup, je reviens sur ta question sur les rafales. Est-ce que c'est mieux d'avoir un vent constant ou des rafales? Et si on me pose la question, on va mettre un peu de chiffres. C'est 10 km/h tout le temps, ou 0 la moitié du temps et 20 l'autre moitié du temps. Qu'est-ce que vous choisissez? Ah, mais c'est parce qu'on parle de 10 km/h. Moi, quand je pensais vent constant et rafale, on était un peu au-dessus de ça. Oui, non, mais juste pour donner ça peut être 20 km/h de vent, 40 la moitié du temps et 0 la moitié du temps. En termes d'effet? Allez, je vais essayer de tenter une réponse, mais je prends 2 facteurs en compte, parce que du coup, il y a l'aspect, le 10 km/h, il rafraîchit tout le temps, alors que l'autre, potentiellement, quand il n'y a pas de vent, quand t'es à 0, tu peux surchauffer. Et comme toi, j'aime pas trop la chaleur,
peut-être que j'irai favoriser un 10 km/h de 1. Et de 2, et une notion qu'on n'a pas encore trop parlé, mais qui peut être importante, c'est dans la gestion de sa course. Quand tu vas rajouter du vent, tu rajoutes une variable, on va dire, qui fait que ton niveau change. Et qu'en fait, à un 20 km, enfin, quand je cours à 15 km/h avec du vent, c'est pas 15 km/h quand il y en a pas. Et donc, peut-être que là, je vais pouvoir m'appuyer, sur mon ressenti, certes, mais peut-être sur ma fréquence cardiaque. Et le fait d'avoir 10 km/h constant me permettrait de me pacer peut-être un tout petit peu mieux que s'il y avait une variabilité. Donc, est-ce que dans les datas, dans l'absolu, c'est plus efficace? Je sais pas, mais je me sentirais plus en contrôle. Ouais. Et d'un point de vue data pure, enfin, je parle de puissance de watts développés. En fait, les 40 km/h sur la moitié du temps vont être 1000 fois plus coûteux que les 20 km/h tout le temps. Et parce que c'est au cube. Parce que c'est exactement. Et donc, honnêtement, je réponds partiellement à ta question. Dès qu'il y a des rafales, si elles sont vraiment élevées, en fait, ça va vraiment coûter super cher. De toute façon, je suis d'accord. Puis là, sur la stratégie de pacing, même quand tu te connais bien, en fait, les rafales viennent tout perturber parce que ton cerveau qui maîtrise bien le truc, d'un coup, tu lui mets un truc qu'il sait pas faire et puis après, ça ralentit. En fait, tu redeviens quelqu'un qui est débutant face aux allures, en fait, parce que tout ton logiciel, il est perturbé. Et je me souviens sur les crosses, quand j'étais petit, le coach nous disait tout le temps, on faisait des crosses, il y avait pas mal de vent, baissez la tête quand vous êtes face au vent, parce que honnêtement, c'est tout con, mais on s'étouffait, entre guillemets, avec le vent et on était beaucoup plus essoufflé. Donc vraiment, je me souviens, sur le départ, on baissait vraiment la tête pour pouvoir respirer de manière correcte. Est-ce qu'un jour, on va courir comme les en TT sur le vélo, courir comme ça face au vent? Peut-être comme les ninjas dans Naruto, on baisse la tête et les bras derrière. Peut-être. Justement, là, on a parlé de regarder la fréquence cardiaque. Quand les conditions changent, donc par exemple, quand ça va rajouter du vent, mais on pourrait parler du dénivelé entre elles, évidemment, ou quand justement une personne va commencer à avoir trop chaud au-delà de ses capacités. Qu'est-ce que toi, tu dis à tes athlètes de regarder comme données principalement? Le ressenti, la fréquence cardiaque, ou même qu'est-ce que toi, tu vas récolter comme données pour adapter le pacing? Ouais, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Le ressenti, c'est pas évident, toujours sur une course, surtout sur un début de course où tu dois être plutôt en dessous de tes allures, enfin, en dessous de ce que tu es capable de ressentir. Moi, je l'utilise déjà dans le pacing de base. Quand je leur donne un plan kilomètre par kilomètre ou un temps à passer aux 5 km, ça comprend justement ce vent-là. Par exemple, sur Rotterdam, c'était ça. Les 5 km étaient pas du tout justement dans les mêmes timings. Et je pense qu'il faut aussi jouer un peu strat. Quand on met avec un groupe, et justement on parlait de peloton, c'est souvent bien justement d'aller un peu plus haut de son pacing si c'est pour rester avec le groupe, ou un peu moins, et on calculait aussi par exemple tu dois partir en 3,38 par exemple, et en fait tu peux descendre jusqu'à 3,41 si c'est pour rester avec le groupe, ou au contraire monter jusqu'à 3,35 ou 3,36 si c'est aussi pour rester avec le groupe. C'est un coût qu'on va prendre en compte, et c'est plus intéressant d'avoir justement cet effet aéro, et tu te mets dans le rouge physiologiquement, mais ça va être plus intéressant de l'avoir, et du coup en fait il y a une petite marge de manœuvre au niveau stratégique qu'on leur permet. C'est bien, je viens de répondre à une question que j'avais depuis longtemps, c'était marathon de Berlin, je sais plus quelle année, où en fait à un moment j'étais dans une sorte de groupe qui s'est désagrégé, et il y en avait un 50 mètres devant, et là t'es tout seul, tu te dis bon, est-ce que je fais le jump pour aller rentrer dans le groupe devant, ce que j'ai fait. Donc, sur le coup, t'as l'impression que c'est une erreur parce que tu dis, voilà, je sens que je suis monté un peu dans les tours. Et puis, en fait, être dans un groupe, c'est tellement bénéfique que finalement, ça vaut le coup, mais sur le moment, t'es pas sûr du move que t'as fait. Je pense que c'est important, ouais. Et donc, t'as dit, là, c'était sur un 5-6 secondes au kilomètre d'amplitude. Je dis ça parce qu'elle n'est pas chercher un. Oui. Attends, pour savoir. J'explique, quand je dis faire le jump, tu reprends les 50 mètres en 3 secondes et tu te mets à VMA. Tu te donnes un kilomètre où tu remontes et tu viens te placer dans le groupe. Le but, c'est pas non plus de passer d'allure marathon à allure 10 quand tu fais ça. Ouais, j'avais une question pour vous que je voulais vous poser hier. On la coupera peut-être au montage parce que c'est un peu hors sujet. Mais vous mangé quoi hier soir? Vous prédisez les brownies. C'est pas mal du tout. Non, sur campus, vous prédisez un temps, 3,49, etc. Qu'est-ce qui se passe quand vous prédisez un 4,02? Est-ce que vous essayez de le rapprocher sous les 4 minutes pour que l'athlète essaye de faire son sub 4, ou est-ce que vous restez un 4,01 ou un 4,02? Non, on reste à 4,02. Mais alors c'est très marrant parce que là c'est une question très précise où typiquement et peut-être il y a des gens qui vont écouter le podcast qui pourront témoigner, mais j'ai déjà dit à des gens, en fait je leur pose la question, je leur dis ok, est-ce que pour toi le sub 4 heures c'est dans un truc que t'aimerais faire? Les gens disent oui, et là la deuxième question c'est est-ce que pour toi il y a une différence entre faire 4h01
et 4h25. Et si la personne me dit non, je dis bah franchement tente-le, au pire bah en fait tu vas péter dans le tas, tu vas faire 25 minutes de plus. Mais si pour toi il y a aucune différence, c'est ça passe ou ça passe pas, autant tenter. Avec le revers de la médaille qui est bah si ça passe pas mon gars, ta course elle va être horrible, tu vas souffrir pendant 15 kilomètres et tu auras peut-être moins l'envie de retourner sur marathon parce que tu te seras fait fracasser. Mais voilà. Donc ça passe plus par l'humain. En ce moment, on discute beaucoup de l'interaction entre l'humain et la data. Comment est-ce que, tu vois, typiquement, c'est un conseil humain que je donne qui est pas modélisé en tant que tel dans le calcul. Ok, là c'est intéressant. On voit souvent sur cette courbe des marathons, quand on voit la distribution graphique de toutes les personnes qui arrivent, on voit qu'il y a des pics énormes justement en dessous de 3h30, de 4h, de 4h30, et après un grand vide. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un effet psychologique de la barrière qui est quand même assez important. Il y a beaucoup de processus où parfois un peu on arrive à comment t'appelles ça, un truc autoréalisateur. Ouais. Où en fait t'arrives tellement à te convaincre que tu peux réussir que t'y arrives. Et parfois je pense que ça fonctionne aussi à l'inverse. En fait tu pouvais faire un peu mieux, gratter 1 ou 2 minutes, mais tu t'es contenté de faire le truc en dessous. On a parlé du vent, il y a une autre chose qui est liée à ces conditions météorologiques là, c'est la pluie. On a donné beaucoup d'informations qui peuvent être techniques, mais en fait qui sont réutilisées à chaque fois quand on parle de conditions extrêmes. On a parlé de convection, on a parlé justement du fait de à quoi correspondait la thermorégulation. Toi, quand tu entends parler de pluie, est-ce que tu vois ça comme un truc positif où tu dis bah ça va améliorer la thermorégulation, tant mieux, on prend, ou tu vois plutôt un truc ça comme négatif, comme ah bah ça va rajouter du temps in fine? En trail, ça rajoute de la difficulté technique quand même. Donc on parlait de la boue, donc honnêtement c'est quand même assez compliqué à gérer. Quand c'est light rain, pluie légère, honnêtement c'est même bon sur un marathon, ça fait toujours du bien justement que ça tombe un peu, ça permet de rafraîchir aussi l'ambiance globale, donc ça c'est positif. Donc en général sur le marathon, s'il y a une légère bruine, ouais, les performances sont meilleures que. Ouais, et ça augmente on glisse pas, quoi. Ça augmente juste l'humidité globale et du coup t'as un peu moins d'évaporation. Mais en fait quand t'as de l'eau fraîche qui arrive sur toi, c'est bon à prendre. Et sur trail après pour le coup s'il commence à faire vraiment froid, là pour le coup ça peut t'emmerder pas mal dans ta stratégie, et si tu te retrouves au col du Bonhomme ou au Grand Col Ferré avec de la neige ou de la pluie, là pour le coup c'est quand même pas des conditions qui sont optimales. Et tu vois, sur route, c'est encore une fois c'est le truc où il y a ce que tu veux psychologiquement et ce que tu as besoin, mais souvent tu vois je prends toujours le marathon de Paris, c'est le bon exemple. Si ça dit qu'il va faire 10 degrés, gris, légère pluie, les gens vont dire il va pas faire beau pour ma course. Non, mais vous devriez être content parce que s'il fait beau, c'est cool pour les spectateurs, mais à un moment, vous allez le payer, alors que la petite pluie, oui, bon, c'est pas, mais si elle est légère, qu'elle vous laisse pas avec le truc détrempé, où là, on sait tous que ça devient moins agréable si t'as les fringues tout collées et que ça donne froid en plus, mais la mini pluie qui vient te rafraîchir, le petit brumisateur, là, c'est ce que tu voudrais avoir tout le temps, en fait, dans tes courses, au final. Et j'imagine que quand il y a la pluie, alors évidemment comme le froid en fait ça va principalement être une notion de stratégie, de se couvrir correctement, d'avoir peut-être un imperméable, etc. Mais tu l'as dit tout à l'heure, de la même manière qu'en alpinisme, faut faire attention à la transpiration parce que une fois qu'on a de l'eau sur soi, là on peut chuter c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'Ironman de Nice où en fait la température à partir du moment où on est mouillé, on peut prendre par convection, on peut perdre vachement de température. Et j'imagine que là, c'est la même chose où on aurait plutôt tendance à conseiller quand il pleut, c'est pas comme la chaleur, on peut pas faire un entraînement à la pluie. Par contre, ça vaut le coup de très régulièrement, quand on en a l'occasion, de venir se changer et de venir remettre des habits secs le plus possible pour justement pouvoir reprendre le contrôle de sa thermorégulation. Ouais, il faut se couvrir, c'est sûr. Enfin, quand c'est de la grosse pluie et quand t'es sur du trail long, t'as besoin justement de te couvrir. Il y a des vêtements hyper intéressants parce qu'ils sont respirants à l'intérieur, mais surtout imperméables à l'extérieur, qui est très positif. Ça sert à rien de trop se changer, honnêtement. Faire un trail mouillé quand t'as besoin d'être mouillé, honnêtement, c'est vraiment positif. Mais c'est vrai que quand tu passes des longueurs en montagne, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir une couche sèche. Et t'as jamais vu de gens qui justement perdaient beaucoup d'énergie en thermorégulant parce que typiquement il a plu pendant un moment, ils sont trempés et puis là il fait sec et puis de toi c'est plus quasiment un point positif parce que tu vas améliorer ta thermorégulation. Ça dépend de la température. Ouais. Okay. Honnêtement, s'il y en a qui perdent de l'énergie, c'est sûr et certain, qui arrivent grelottant, ça c'est une alerte rouge. Mais sinon, en fait, quand t'as besoin de réguler et que t'as besoin de transférer ta chaleur, là pour le coup c'est même mieux d'être humide. Ok, c'est pas forcément négatif. C'est vrai que il y a des moments où en fait c'est trail ou pas trail, quand t'es mouillé mais que t'es chaud,
en fait, tu t'en fous d'être mouillé. C'est juste, c'est plus désagréable. Ça le devient si tu t'arrêtes et que tu dois rester là à attendre un bus pour rentrer ou un truc comme ça. Mais pendant, t'es bien au final. Ok. Faut juste passer le stade où t'es pas bien des fois quand la pluie commence et 5 minutes après, bon bah c'est bon, tu l'oublies. Ouais, ou peut-être après faire attention à l'altitude, j'imagine. C'est-à-dire que si t'es mouillé dans la vallée, que tu montes à 2000 et que là il fait 0, c'est peut-être là où. T'es parti en petit t-shirt dans la montagne et qui se met à pleuvoir et que t'es trempé, peut-être que. Mais c'est pour ça que le matos de survie, bon, je vais un peu critique sur le matériel de survie qui est demandé par l'UTMB, mais on a fait la Transgrande Canaria il y a 2 semaines. Honnêtement, tout se passait bien, il faisait grand soleil aux Canaries, etc. Et en fait, on monte, il faisait 2 degrés, mais heureusement que les gens avaient des vestes. Et du coup, il y a eu DNF de Tom, j'ai récupéré Tom qui était dans un état pitoyable, il arrivait même pas à articuler parce qu'il était parti avec sa petite veste de course, donc quand il court, il y a aucun souci, il est très bien, il peut courir 100 km comme ça sans avoir froid parce qu'il génère énormément d'énergie par la course. Il avait marché une quinzaine ou une vingtaine de minutes parce qu'il s'était blessé au genou, et en 20 minutes, on n'aurait pas été là, ça aurait pu même devenir dangereux à cause de l'hypothermie. Donc honnêtement, c'est là où l'UTMB sont quand même bons, c'est qu'il faut quand même respecter la sécurité des coureurs. Quand tu te retrouves là-haut sans rien, c'est dangereux même pour ta vie, hein. Oui, mais c'est Mathieu dans un des campus précédents qui disait en fait le matos obligatoire, c'est en réalité le matos obligatoire que tu devrais prendre quasiment sur toutes tes sorties parce que t'es jamais à l'abri, qu'il y a un orage, que tu tombes. Et tu l'as dit en fait, et particulièrement en trail, tu te blesses, tu passes de la course à la marche. Et c'est là où tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur en fait, c'est qu'une question de thermorégulation systématiquement. Où là, t'es dans la merde. Parce que les 80% d'énergie que t'avais, que tu transformais, que tu perdais en chaleur, il t'était quand même pas mal utile. Moi, ça m'a fait penser, tu vois, typiquement, je te pose aussi la question, parce que sur les 7 majeurs, encore une fois, c'est à vélo, mais on peut faire le parallèle avec le trail. Ça m'est arrivé sur une fin de journée. Tu vois, j'ai eu chaud toute la journée, et donc toute la journée, j'ai pris l'habitude de m'arroser. Et sur le dernier col, on est dans la vallée, donc il fait encore relativement chaud. Et quand on arrive au milieu, je m'arrose une fois, et je me dis, peut-être que celle-là, j'aurais pas dû la faire, parce qu'en fait, là, il va pas faire assez chaud pour qu'elle s'évapore et je vais me geler pendant 5 heures, là, parce que, donc, faut juste faire attention à quand, comment, mais dans la grande majorité des cas, toi, tu t'en inquiètes pas. Ok. Hormis quand il fait froid et ce qu'on a dit. Ça marche. J'ai juste envie de te poser une dernière petite question sur la nuit, parce qu'en fait, la nuit, en réalité, est une condition extrême. Qu'est-ce que toi, tu remarques dans le déficit de performance à partir du moment où il y a une nuit? En vrai, j'ai beaucoup de choses à raconter là-dessus. Est-ce qu'on se ferait pas un autre épisode sur les ravitaux, la nuit, etc. Et vous ne m'inviterez pas, ça ne m'intéresse pas. Si je peux répondre rapidement si tu veux. Non. Et écoute, on laisse sur ça tombe très très bien. Écoute, on te réinvitera pour parler nuit et ravitaillement. Et j'avais dit tout ce qui dure plus de 24 heures, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais je prendrai la balle pour nous deux, Nico, pour aller soutirer ces informations. Un UTMB, c'est moins de 24 heures, non? Moins de 20, j'ai entendu. Oui. Pour Nico, c'est moins de 21. Oui, bah oui. Ouais, en fait, c'est des capteurs. Donc, on a parlé justement de l'humidité de la transpiration. Donc, on a des capteurs pour calculer la transpiration et la concentration surtout de la transpiration. Donc, la salinité. On dit souvent, il y a les salty sweaters. Il est pas dans la boîte. J'ai pas besoin de capteurs, je sais, moi. Il y a juste la tâche. De quoi? Il y a rien dedans. Il y a rien dedans. Ok. C'est une boîte vide. Donc c'est les salty sweaters, donc c'est des gens qui transpirent salé et c'est super important en fait. Il y a forcément moins de concentration dans la transpiration que dans le plasma, mais on perd justement des sels minéraux et c'est pour ça que c'est super important de s'hydrater et de continuer justement à prendre des électrolytes parce que tu perds beaucoup de sels minéraux. Donc ça c'est une catégorie de personnes. Exactement. Et ce qu'on appelle les salty sweaters, je vais traduire très mal les transpireurs salés. Et voilà. Sans capteur, tu peux avoir un petit indicateur si à la fin d'une course t'as l'habitude d'être cristallisé comme la mer morte. Ouais. Au final, donc ça c'est super important en fait d'en reprendre et même quand tu t'entraînes ou même après une course, pour le coup t'as besoin de tes sels minéraux justement pour vivre. Donc c'est pour ça que c'est important d'en reprendre. Et ça c'est un autre capteur quand on a du mal justement avec le capteur corps ou quoi, qui permet en fait de calculer. On l'utilise beaucoup pour le cooling en fait pour savoir justement si ça marche. C'est un super laser qui nous permet de savoir en fait la température exacte de la surface. Tu prends la vitesse avec ça, tu fais des contrôles de vitesse. Je suis un radar exactement. Je suis gendarme dans la là, c'est quasiment un truc. Je veux dire, tu sais que chez toi là, pour voir l'humidité des murs, il dit ok, bon, c'est bon, ce mur-là pas trop humide. C'est quasiment la même chose, non?
Ah oui, là on a dans la main une sorte de petit pistolet. Non, c'est un pistolet du futur. Qui envoie un laser et qui affiche une température. Voilà, simplement. Euro 0,95, je sais pas ce que ça veut dire. C'est la mesure de fiabilité. Ok, bon écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense qu'on a été assez exhaustif sur quoi faire à l'entraînement, quoi faire le jour J. Et voilà, donc merci Nico pour ta participation et pour nous avoir donné les petits insights de tout ce que tu as vécu à travers tes courses. Merci Joseph de nous avoir donné justement qu'est-ce que peut dire la data et qu'est-ce qu'on peut garder ou pas pour s'adapter à ces conditions extrêmes. On se donne rendez-vous donc une prochaine fois, qui sait, pour parler au moins de la nuit. Et nous, sinon, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode du prochain Campus Talk. Bye tout le monde. Merci. Ciao.